Dis, on achète des avions, ça a l'air vachement bien comme machine pour aller voir en face. Ah non, c'est mort, je te connais. Oh allez! Ah non, 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 non. Après, tu vas vouloir rajouter une mitrailleuse et tu vas te plaindre que c'est dur de tirer à travers l'hélice et qui c'est qui va devoir trouver des solutions, c'est Bibi. Oh ça va, hein, c'est une super idée la mitrailleuse. Non, déjà que les ballons, c'est moi qui ai dû trouver tout l'hélium, les systèmes de pompage, les fils téléphoniques, et ras la casquette de faire le techos de tes lubies. Hein. Mais ça vole, on peut faire plein de trucs avec. Ben si t'y tiens tant que ça, débrouille-toi. Fais-les, hein, tes aérodromes, tes réserves d'essence, tes révisions techniques et tes systèmes de visée. Bon, tu m'as déprimé. Et si à la place on mettait des canons sur des véhicules blindés, c'est une bonne idée ça? Aujourd'hui, nous continuons notre série sur les enjeux intellectuels de la mise en œuvre de matériel complexe pendant la Première Guerre mondiale, et on va parler aviation. Le but est d'aborder, après la question de l'opérabilité, la notion de système d'armes. Une idée majeure qui est encore utilisée aujourd'hui et vous allez vite comprendre pourquoi. Et pour illustrer tout ça, on va parler de Verdun, mais dans les airs. Attends, déconne pas, on va quand même faire la bataille de Verdun, non? Non, on n'aura pas le temps. C'est une bataille beaucoup trop complexe, avec des questions très disputées encore aujourd'hui, donc on y reviendra un autre jour. Bon, super. Du coup, quoi? On va parler des 3 duels d'avions qui ont eu lieu au-dessus d'une des hyper-batailles les plus sanglantes de l'histoire? 3 duels, au contraire. La bataille de Verdun est un véritable tournant dans l'histoire de l'aviation militaire. C'est la première à voir un duel d'aviation avec des évolutions au cours des mois. Et ça va nous intéresser. Bon, ok, si tu le dis. Du coup, contexte? Absolument. À la suite de la seconde bataille de Champagne, les Français préparent conjointement aux Britanniques une offensive dans la Somme, jusqu'alors surnommée le Front dormant par les Allemands, du fait du peu d'activité dans la zone. Mais ces derniers prennent de vitesse Joffre et sa planification en engageant une immense bataille contre le saillant de Verdun le 21 février 1916. Alors, comme c'est pas notre sujet, je vais éviter de rentrer dans les détails du comment, du pourquoi, des plans, etc. Surtout que c'est encore en débat. Typiquement, la question de savoir si Falkenhayn, le chef d'état-major de l'armée allemande, cherchait véritablement à prendre Verdun ou à saigner à blanc l'armée française, ça demanderait toute une série. Bon, on peut au moins noter que la bataille de Verdun et son engagement montrent un changement dans la stratégie globale des Allemands. Changement auquel les Français ne s'attendaient pas d'ailleurs. Dans l'épisode précédent, nous avons vu que les offensives françaises avaient, entre autres choses, pour objectif de soulager les Russes en posture de plus en plus délicate après une année 1915 catastrophique. Mais ces derniers ont fini par changer de stratégie et se servent de leurs grands espaces pour aspirer et user les efforts austro-allemands. Si la Serbie a été globalement vaincue, avec en plus une intervention de la Bulgarie aux côtés des puissances centrales, l'Italie est devenue le nouveau problème de l'Autriche-Hongrie. L'Allemagne reste donc tiraillée entre deux fronts et considère désormais que l'immensité russe est un obstacle à une victoire rapide. Les forces russes ne sont plus, du point de vue des Allemands, une menace, mais Falkenhayn considère qu'il est devenu impossible de sortir les Russes du conflit au vu de leur attitude stratégique. Il tourne donc son regard vers les Français, ce qui motive l'engagement de la bataille de Verdun par les Allemands. Cette dernière n'est pas pensée comme une bataille de rupture du front, ça c'est plutôt acquis. Là c'est bon, hein, tous les belligérants sont rentrés dans une logique de guerre d'usure. Il s'agit donc bien plus de profiter du saillant qu'est Verdun, tout en profitant des enjeux symboliques de cette ville pour les Français, afin d'engager une bataille à leur avantage. Cela implique une préparation logistique et humaine énorme, un certain secret pour entretenir la surprise, et une planification des opérations dans une zone fortifiée bien particulière. Voici le saillant de Verdun, un espace fortifié à l'époque de Serré de Rivière, dont le système de fortification pourra être analysé sur la chaîne un autre jour, avec les fameux forts d'Ouaumont et Fort de Vaux, qui ne sont que des éléments d'un réseau vétuste et en partie désarmé au moment de la bataille. La Meuse, le terrain cassé et la situation du front font qu'il est plus aisé pour les Allemands de faire converger forces et matériel que pour les Français.
Mais comme on va pas s'intéresser au combat au sol, on va grossièrement découper la bataille en 3 phases qui vont nous guider pour la suite. Désolé, hein, mais sinon on en aura pour beaucoup trop longtemps. La première phase, c'est l'attaque allemande massive, soutenue par une artillerie pléthorique. En se concentrant d'abord sur le nord, ils obtiennent de bonnes avancées du 21 au 24 février, ce qui, à force d'insister, mène à un changement du front global jusqu'à avril. Les Français, qui jusqu'alors subissaient et réorganisaient leurs forces et leurs lignes logistiques, commencent alors à résister plus efficacement. C'est la deuxième phase de mai-septembre 1916 où les Allemands n'avancent quasiment plus. Enfin, d'octobre à décembre, c'est la contre-attaque où les Français reprennent un peu de terrain et récupèrent symboliquement les forts de Vaux et de Douaumont. La bataille n'a rien changé, elle est une victoire défensive, payée 160 000 morts par les défenseurs et 140 000 par les attaquants. Elle a duré 9 mois et a consommé plusieurs dizaines de millions d'obus dans chaque camp. La portée symbolique exceptionnelle de cette bataille fait d'ailleurs que de nombreux sujets aujourd'hui sont toujours difficiles à étudier ou réévaluer. Le nombre de pertes, par exemple, a longtemps été gonflé par la perception des anciens combattants. Verdun a marqué quasiment toute l'armée française du fait de son système de tournante et de relève, faisant que 70 divisions sur 95 y ont participé. Elle porte son lot de légendes et d'images d'Épinal, avec par exemple la voie sacrée qui efface le rôle du train, ou les forts Douaumont et Vaux qui effacent le reste des défenses. Bref, vous avez compris, Verdun est un lieu de mémoire, mais une mémoire qui a son récit, sa représentation. Donc aujourd'hui, au sein de ces représentations, nous allons nous pencher sur une dimension souvent oubliée alors qu'elle a été majeure, le ciel de Verdun. Alors pour vous prévenir tout de suite, l'armée de l'air, les historiens et les historiennes ont déjà bien étudié ce sujet. Verdun est parfaitement repéré comme une bataille servant de tournant dans l'histoire de l'aviation militaire. C'est juste que c'est moins connu du public. Parce que les Allemands, en préparant la bataille, ont innové et ont forcé les Français à s'adapter et à évoluer, ce qui laisse un héritage intellectuel majeur. En effet, du point de vue aérien, la bataille de Verdun a commencé bien plus tôt, aux alentours fin décembre 1915, début janvier 1916. Bon, pour que je vous explique, il va falloir que je revienne un peu en arrière. La dimension aérienne en tant que dimension militaire n'est pas nouvelle. Les avions ont déjà connu plusieurs utilisations pendant la guerre italo-turque ou les guerres balkaniques. Mais surtout, les ballons d'observation et dirigeables ont montré leur intérêt. Une innovation qu'on peut faire remonter à la Révolution française, mais dont l'emploi s'est normalisé à partir de la guerre de sécession. Si, durant la phase de mouvement de 1914, l'arme aérienne a montré à la fois des limites et un certain potentiel dans le domaine des reconnaissances, la mise en place des tranchées leur offre un rôle nouveau, facilité par le statisme des zones de combat. On reviendra sur les enjeux techniques qui se sont posés à la fin. Là, on se concentre sur Verdun. Avec l'expérience de 1914 et 1915, la photographie aérienne, la veille par ballon ou même quelques bombardements limités sont des fonctions bien identifiées début 1916. Afin d'identifier les préparatifs adverses, de cartographier son système de défense, mais aussi et surtout pour guider le tir d'artillerie lourde à longue portée. Des avions, en lien avec une batterie d'artillerie, faisaient ainsi des shoots, c'est-à-dire qu'ils tournaient autour d'une cible pour signaler à la batterie si son dernier tir était trop long, trop court, trop à droite ou trop à gauche. Avec un système de fanion, de lumière, de mouvement de l'appareil, puis au bout d'un moment, la mise en place de la télégraphie sans fil permettant de transmettre des messages à distance en morse. Ça prenait du temps, genre jusque 3 heures. Ainsi, l'aviation est devenue essentielle pour l'artillerie, à la fois par les cartes que les photographies aériennes et les reconnaissances permettent de produire, mais aussi par le guidage du tir qui permettent de viser très précisément un dispositif adverse. L'aviation sert également à faire de la reconnaissance en profondeur. Et ça, les Allemands ont décidé de le contrer à Verdun, avant même d'engager la bataille, afin déjà d'éviter que leurs préparatifs ne soient repérés pour pas mettre la puce à l'oreille des Français, mais aussi pour interdire les tirs d'artillerie trop longue portée qui pourraient perturber leurs préparatifs. Ils mettent donc en place un principe de barrage aérien, le Luftsperre, interdisant à tout avion de reconnaissance français de rentrer dans leur espace aérien. Ça, c'est permis par 3 choses. L'émergence d'avions spécialisés dans la destruction d'autres avions, une concentration des moyens, et un réseau d'avant-postes avec des téléphones, des sonnettes, qui prévenaient de l'entrée dans leur espace aérien d'avions ennemis afin de lancer une interception. Et cela, les Allemands le renforcent d'autant plus une fois la bataille engagée.
Le 21 février, il concentre 270 avions dans la région militaire de Verdun, là où les Français n'en ont que 70. En même temps, ils ont un plan qui va plus loin que la simple interdiction de leur espace, qui avait jusqu'alors été bien aidé par une mauvaise météo. Car en plus de leur interdiction de reconnaissance, les Allemands ont parfaitement cartographié et photographié la région jusqu'à Bar-le-Duc et ont repéré les bases aériennes françaises. À partir du 21 février, depuis leurs aérodromes bien répartis à Civry-sur-Meuse, Mars-la-Tour, Pienne ou Chamblay, ils lancent leur aviation pour agresser les avions français alors dans les airs, tandis que leur artillerie lourde frappe les bases à leur portée. Les avions français sont donc attaqués sur terre comme dans les airs. En 3 jours, les 6 escadrilles françaises de la région fortifiée de Verdun sont quasiment expulsées de la zone, tandis que les Allemands peuvent frapper les ballons d'observation et reconnaître les positions françaises tant qu'ils le veulent. C'est le premier exemple d'un contrôle aérien total, recherché et assumé. Les avions français ne peuvent plus voler, les aérodromes et ballons d'observation doivent être reculés. Et ça a une conséquence essentielle et immédiate pour les opérations. Les Français sont désormais totalement aveugles quant aux opérations et positions allemandes. Ce qui réduit au silence l'artillerie lourde qui ne peut plus déterminer ses cibles ni contrôler l'effet de ses tirs. Aussi les Français vont-ils devoir tout reprendre dans ce domaine dont la faillite a été identifiée dès le 28 février. Et Pétain, alors en charge de ce secteur, demande au commandant Rose de régler ce problème. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce dernier profite de la carte blanche qui lui est laissée pour changer radicalement la manière de se comporter des escadrilles. Le commandant Rose ne sort pas de nulle part, c'est déjà lui qui avait été chargé par Joffre d'unifier le commandement de l'aviation de combat pour la bataille de l'Artois en 1915. Mais à Verdun, ça prend une autre proportion, à tel point qu'on peut dire que c'est ici qu'est née la chasse, c'est-à-dire la branche de l'aviation spécialisée dans la recherche et la destruction de l'aviation adverse. Pour ce faire, Rose rameute comme il peut 15 escadrilles qu'il installe dans diverses bases, à Bar-le-Duc, à Lem, à Wadelincourt, à Brocourt, à Ansemont, à Jules-Vécourt. Il les équipe avec du matériel neuf, notamment le Nieuport 11, surnommé Bébé Nieuport, qui parvient enfin à contrer le Fokker E-3, surnommé le Fléau Fokker. S'il rassemble les meilleurs pilotes, dont les fameux As, comme Jean Chaput, André Chénat, Albert Delin, Georges Guinemer, Georges Pelletier d'Oisy, Georges Boileau, Georges Flacher, Raoul Lufbery, Auguste le Révérend et surtout Jean Navarre, qui a tellement volé dans cette bataille qu'il est surnommé la Sentinelle de Verdun, il s'oppose à toute action individuelle et impose une doctrine de vol collective. C'est un grand changement, parce que c'est pas vraiment dans la culture individualiste et aristocratique de ce nouveau personnel qui s'est élevé dans l'aviation. Qu'il a considéré comme un sport et dont l'image a été exploitée par la propagande, faisant des pilotes des nouveaux chevaliers qui s'affrontaient dans des joutes aériennes. Ça aide à oublier la boue des tranchées. Mais bon, du coup on comprend que les chasseurs aient du mal à accepter de voler dans des formations plus larges. Ça crée des frictions, mais de fait ils peuvent pas vraiment s'y opposer. Les vols collectifs, c'est véritablement plus efficace. En concentrant le commandement, Rose cherche à rationaliser l'action de l'aviation. Mais surtout, il cherche à lui donner une attitude cohérente. Et celle-ci doit être résolument offensive. Action de masse, patrouille de 3, 5 ou 7 appareils échelonnés dans les 3 dimensions pour appui mutuel, mais aussi et surtout recherche et destruction systématique des avions allemands. Rose cherche la confrontation, mais en formant son aviation de combat de telle manière que les situations de combat soient toujours à l'avantage de ses escadrilles. C'est toute la différence avec le principe du barrage ou du louche-péreux qui ne cherche qu'à interdire des espaces. Là, on a des avions qui sont là pour chasser une aviation adverse dans un espace entier, d'où le terme de chasse. C'est un bras de fer matériel et dissuasif. Si l'ennemi n'ose plus faire décoller ses avions, on a gagné. Bien évidemment, la chasse doit s'articuler avec les autres missions de l'aviation pour permettre le bombardement, mais aussi et surtout la reconnaissance qui est la mission vitale pour l'armée. Pour mener cette bataille aérienne sur le long cours de manière cohérente, le commandant crée 5 secteurs aéronautiques correspondant aux 5 corps d'armée de la zone fortifiée de Verdun. Cette organisation en secteurs aéronautiques, calquée sur celle de l'armée de terre, permet de coordonner les efforts, de lier les escadrilles de reconnaissance aux batteries, qu'elles aient à opérer ou à définir les espaces où la chasse doit intensifier son effort pour soutenir les opérations au sol. Ces efforts sont payants. En à peine 2 semaines, l'aviation française est de nouveau opérationnelle dans le ciel de Verdun et rééquilibre la situation.
Bon, il y a des secousses, les As sont pas super contents, le commandant Rose est remplacé, mais ça change pas grand chose. La méthode est là. L'aviation allemande encaisse des pertes et se met à prendre peur. Tant et si bien qu'elle n'ose pas engager des missions de bombardement contre la voie sacrée ou contre les voies ferrées. Ce qui est une contribution indirecte mais plus qu'essentielle de cette chasse à la bonne tenue de la logistique française à Verdun. Bon, par contre, cette agressivité a un coût. Entre une cinquantaine et une centaine d'avions sont perdus par mois. Beaucoup par accident, mais ça vient aussi de cette posture agressive. Ça va de pair avec une montée en puissance des deux aviations et une adaptation des Allemands. Ces derniers se mettent également à créer des escadrilles spécialisées dans la chasse, les Jagdstaffeln, ou dans l'escorte, avec les Schutzflieger, des avions de protection. Bon, après, leur côté fédéral leur pose des problèmes. Ça n'a l'air de rien, mais quand les formations sont associées à leurs entités d'origine, ça crée des frictions qui peuvent gêner la coordination et la collaboration. On a ainsi des escadrilles wurtembourgeoises qui refusent de transférer leurs techniciens à des escadrilles bavaroises, pour vous donner un exemple. La place et l'importance de l'aviation à Verdun se conçoit aussi à travers l'étude de l'évolution parallèle de la domination aérienne et de l'efficacité de l'artillerie. Le renversement est progressif. Si en février la domination allemande est totale, faisant que l'artillerie lourde française n'a plus d'impact, en mars on retrouve un équilibre. En avril, la reconnaissance allemande commence à peiner, et en mai, elle ne peut carrément plus que s'appuyer sur les ballons d'observation. Une situation en miroir avec le début de la bataille, avec même une chasse française qui se permet d'en abattre quelques-uns en fin du mois avec des fusées RR. En parallèle, on observe un déclin de l'efficacité de l'artillerie allemande et une amélioration de celle de l'artillerie française, tant et si bien qu'on observe une inversion des taux de perte dans les tranchées au cours de la bataille. À la fin, la chasse est une arme parfaitement définie, avec une hiérarchie des missions en fonction de ce qu'elles ont en face. 1. Combat offensif contre les avions ennemis. 2. Destruction des ballons d'observation. Voilà, ça c'est la base. Tant qu'il y a un truc qui vole en face, on chasse. 3. Attaque des troupes au sol. Quand on est bien en place dans le ciel, on peut faire des mitraillages de positions ennemies ou des largages de bombes sur des objectifs limités. 4. Reconnaissance. Et 5. Protection des avions d'aide au tir de l'artillerie. Ça, les chasseurs, ils aimaient pas. Hein. Mais bon, s'ils ont rien à faire, on va pas se priver. Après, parfois, c'était aussi parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse et qu'on manquait de bras. Mais surtout, Verdun acte le passage de l'aviation vers une approche beaucoup plus collective des vols. Dans un espace de combat en 3 dimensions, les capacités techniques des appareils et les compétences des pilotes, et copilotes pour les biplaces, ont dans un premier temps été le plus important. Mais une fois qu'on a pu organiser des formations, évidemment que les aviateurs isolés ont eu un problème. C'est très rapidement devenu impossible, même pour les meilleurs, de tenir. Certains As se sont adaptés en formant des duos, mais ça ne pouvait plus être la norme. Alors méfions-nous. Du fait des limitations techniques des avions et du manque d'outils pour se coordonner, genre la radio, des outils de pilotage fonctionnels, etc., une trop grosse formation pouvait également poser problème. Tous les camps ont trouvé le même optimum, entre 5 et 7 appareils par patrouille. En dessous, c'est trop fragile, au-dessus, c'est trop peu manœuvrable. La formation tactique classique est rapidement devenue la formation en V, avec le leader en tête et un V formé en arrière. Notons que chaque échelon se place plus haut que l'échelon précédent, la plus grande menace tactique pour un avion venant clairement d'au-dessus. En France, on a d'ailleurs appelé cette formation le triple échelon. 3 dimensions donnent 3 distances à définir entre l'étagement, à quelle hauteur l'on se place par rapport à l'échelon précédent, l'écartement, à quelle distance sur le plan du sol, et le retrait, à quelle distance en arrière. Évidemment, cette formation permet au leader de mieux communiquer avec les autres pilotes en menant le mouvement, avec des fanions, etc. Je rentre pas dans les détails, mais tout cela s'est défini progressivement avec des essais, des expériences, etc. Ceci étant, notons tout de même un point qui, si je ne sais pas s'il avait été remarqué à Verdun, était clairement devenu important en 1917. Avec l'élévation du plafond atteignable par les avions, faisant qu'ils pouvaient voler jusqu'à 5000 mètres d'altitude, faisant que la menace pouvait toujours venir de plus haut. Or problème, une patrouille ne peut pas couvrir comme ça plusieurs kilomètres d'altitude. On se met donc à empiler les patrouilles les unes au-dessus des autres. On se retrouve alors avec des patrouilles en V au-dessus de 1, 2, voire 3 autres patrouilles, chacune à 1000 mètres d'altitude de plus que la précédente. Les deux camps ayant adopté ces formations pouvaient ainsi engager des batailles aériennes sur plusieurs altitudes en parallèle, comme ce fut le cas à Ypres en juillet 1917, où une centaine de monoplaces se sont opposées sur 3 altitudes différentes.
Bref, je vous raconte tout ça pour vous donner une idée de l'importance que ça a pu prendre. Si je ne peux vous assurer de l'emploi de telles formations à Verdun, et entre nous, franchement, j'en doute, c'est tout de même durant cette bataille que 3 formations classiques se sont définies. La ligne de front, la colonne et l'échelon refusé, c'est-à-dire une seule branche de la formation V qu'on vient de voir. Tout ça avait l'intérêt de fonctionner avec 4 appareils qui étaient la formation de base pour les Français, une quadrille ou demi-escadrille. Bon, après, il y a la formation en bataille, c'est-à-dire un losange ou un carré avec le leader à un des coins en tête, toujours pour faciliter la communication. De toute manière, tout ça n'en est qu'à ses débuts. Et donc voilà tout ce que la bataille de Verdun a pu apporter du point de vue aérien. En définitive, c'est la première bataille pour la domination aérienne, et ça a eu des conséquences au sol pour la bonne tenue de la logistique ou pour l'efficacité de l'artillerie. La bataille de la Somme de la même année ne fait que confirmer ce constat. Mais maintenant qu'on a dit tout ça, personnellement, j'aimerais me servir de cette naissance de la chasse pour vous parler d'une notion, le système d'armes. On va partir de sa définition sur le Wiktionnaire parce qu'elle est très bien. Un système d'armes, c'est un ensemble comportant une ou plusieurs armes, ainsi que l'équipement, le matériel, les services, le personnel, les moyens de déplacement et de lancement nécessaires à son autonomie. Cela rejoint évidemment la notion d'opérabilité que nous avons vue dans la vidéo précédente. Là où l'expression système d'armes a un intérêt, c'est qu'elle désigne un ensemble consciemment construit. Alors attention, je me dois de vous signaler que ce concept ne date pas de la Première Guerre mondiale. Bien que dans la pratique on réfléchisse comme ça depuis un moment, notamment dans la marine, la notion de système d'armes avec toutes ses ramifications théoriques n'est formalisée qu'à la fin des années 60, début des années 70. Bref, nous on s'en sert ici que comme outil d'analyse fonctionnelle. Et maintenant qu'on a la définition, passons à l'exemple, le Fokker E3. Si je vous parle de l'avion Fokker E3, je vous parle de l'avion Fokker E3, l'objet. Si je vous parle du système d'armes Fokker E3, là je vous parle de tout l'ensemble cohérent et pensé en amont pour permettre sa mise en œuvre, son opérabilité. Pour notre exemple, cela englobe donc l'avion, mais aussi le pilote, les mécaniciens, les aérodromes, les armes sur l'avion, leur système de visée, la chaîne logistique pour l'essence, les pièces de rechange, les munitions, les tactiques employables et, si on veut vraiment pousser, on peut également intégrer le système de formation du personnel, l'industrie ou encore le nombre d'avions nécessaires pour pouvoir en faire voler, car comme on l'a vu, un seul ne suffit plus à Verdun. Et de tout cela découle une chaîne de matériel, de compétences et de personnel qui sont associés à la bonne mise en œuvre de votre système d'armes. Bref, la définition du Wiktionnaire est très bien. Alors, notons tout de même que l'on peut considérer le système d'armes à plusieurs niveaux. On peut ainsi différencier le système d'armes de l'avion de chasse du système d'armes de la mitrailleuse sur l'avion de chasse. Cela a son importance parce qu'il est toujours question ici de mise en œuvre. Un même avion peut être doté d'un autre système d'armes avec quelques changements pour changer ses capacités. Tout ça va se décompter avec les exemples, vous inquiétez pas. Mais alors attention, un système d'armes n'a d'intérêt que par rapport à une fonction. Ouais, c'est con dit comme ça, mais on cherche à faire quelque chose avec le système d'armes, dans un environnement donné, ce qui a une influence sur la structure du système d'armes. On développera la question de la fonction dans le prochain épisode, si vous le voulez bien. Ici, on va partir du principe qu'on définit un système d'armes dans un environnement donné avec des objectifs déterminés. Et c'est là que ça peut devenir un peu compliqué, dirons-nous. Il arrive qu'une mission appelle à la création d'un matériel, mais aussi que ce soit un matériel qui invente sa mission. Et en général, c'est plutôt un dialogue entre les deux. Pour ça, l'aviation au début de la Première Guerre mondiale, c'est assez bien parce que ça montre des dynamiques complexes dans un domaine où les évolutions sont très rapides. Du coup, intéressons-nous-y, voulez-vous ? Au départ, l'aviation et l'aérostation, ça ne donne pas des systèmes d'armes. Ça remplit des missions de soutien, par, comme on l'a vu, des missions de reconnaissance, d'information, de photographie, etc. D'une certaine manière, et Verdun le confirme, les avions d'aide au tir de l'artillerie étaient devenus des éléments du système d'armes artillerie lourde. Sans le soutien des avions, les obusiers à gros calibre ne pouvaient plus être opérationnels. Dans leur environnement de mise en œuvre, il fallait une aviation. Ce qui se confirme d'ailleurs par une association de plus en plus stable entre des batteries d'artillerie et des escadrilles données. La connaissance mutuelle entre les équipes facilitait visiblement la communication et la collaboration. Et comme cela a été repéré rapidement par les deux camps, on a commencé à se dire que ce serait bien de pouvoir abattre les avions de l'adversaire, ou en tout cas de limiter leur action. D'où les concepts de barrage et de Luftsperre. Ça donne naissance à la DCA, la défense contre l'aviation, qui est articulée avec la protection des ballons d'observation.
On va pas rentrer dans le détail, mais son développement est pénible, hein. Le calcul de trajectoire, le défaut de matériel spécialisé, le système d'armes DCA naît lentement aussi. Et puis il y a les patrouilles. Sauf qu'en 1914-1915, il y a un énorme problème à résoudre. Comment armer efficacement un avion pour lui permettre d'en abattre un autre? Au début de la guerre, les avions préféraient largement s'éviter, car leur mission de reconnaissance était bien plus importante. Mais petit à petit, certains ont commencé à engager des duels, les premiers dogfights à coups de pistolets et de fusils, voire de grenades et même de cordes dans l'espoir de les emmêler aux hélices. Les avions biplaces avec une mitrailleuse à l'arrière pour le copilote a pu mener à la destruction de quelques avions, mais c'était peu efficace. Clairement, tout le monde considère que le mieux, c'est d'avoir une mitrailleuse dans l'axe de l'avion. Avoir un servant d'arme à feu différent du pilote, ça rend juste impossible la coordination entre pilotage et visée. Et donner une mitrailleuse maniable au pilote, c'est juste lui donner trop de choses à gérer. Oui, parce que bon, c'est difficile de voler, hein. Les machines sont pas méga fiables, elles sont fragiles et elles sont sensibles aux conditions météo. C'est clairement plus facile d'aligner la mitrailleuse avec l'avion. Problème, il y a les pales de l'hélice à l'avant de l'avion, et il s'agirait de pas les détruire quand on tire. Ça serait un peu dommage. Et ça, il a fallu du temps pour trouver une solution. Il y a bien Roland Garros qui a renforcé ses pales afin de dévier les balles qui viendraient être tirées dessus, soit 1 sur 10 en moyenne, mais c'était pas très satisfaisant. Il y a aussi l'idée de mettre l'hélice derrière avec un moteur arrière, mais les performances de l'appareil s'en ressentent. Le système qui va tout changer, c'est un mécanisme de coordination entre hélice et mitrailleuse qui fait que l'arme ne tire que dans les fenêtres de passage des pales. Le système est simple, robuste. Ça règle le problème de la mitrailleuse coaxiale. Inventé chez Fokker par 3 ingénieurs, ce système est mis en place sur le Fokker E3, d'où son efficacité face à des adversaires qui n'en sont pas dotés. Problème, les Allemands ne veulent en aucun cas que cette technologie ne tombe entre les mains de leurs adversaires. Aussi, pendant un bon moment, les Fokker n'ont le droit de voler qu'au-dessus du territoire contrôlé par les Allemands. Parfait pour le Luftsperre, inadapté pour la chasse agressive. Et donc quand on regarde ça à travers le prisme du système d'armes, on peut voir 2 niveaux. D'abord, le système d'armes mitrailleuse pour avion a connu des défis, et la solution apportée pour le Fokker a imposé, du fait d'un contexte technologique très concurrentiel, une utilisation contrôlée et limitée. Il a fallu trouver une solution pour mettre la mitrailleuse dans l'axe de l'avion, mais pas seulement. La dite mitrailleuse devait être assez légère et assez courte pour pouvoir être opérée depuis un avion et devait pouvoir tirer même à la verticale, ce qui n'est pas le cas de toutes les mitrailleuses. Ajoutez à ça la nécessité de mettre l'arme à la portée du pilote pour lui permettre de recharger et de régler les problèmes d'enraillement assez fréquents de l'arme, et vous obtenez un système d'armes avec des contraintes identifiées. Ce qui ensuite influence le dessin de l'avion, ses besoins en puissance, ses espaces, ce qui peut amener à sacrifier des capacités en manœuvrabilité ou en vitesse pour le bien du système d'armes mitrailleuse. Ajoutons à cela le système de visée, loin d'être évident à définir pour un avion qui se déplace contre un avion qui se déplace, avec des distances de tir en moyenne entre 100 et 200 mètres. Il faut prendre en compte la trajectoire de la balle qui dévie de 10 cm tous les 100 mètres vers le sol et met 10 secondes pour couvrir ces 10 mètres. Le système Geoffroy-Norman est un exemple d'adaptation. L'utilisation de balles traçantes, très visibles et donnant une idée des trajectoires du tir en cours du pilote, en est un autre. Un bon chasseur n'est pas seulement un bon manœuvrant, c'est un pilote qui gère bien ses munitions pour toucher sa cible. Derrière, comme je vous le disais, il est possible d'articuler d'autres systèmes d'armes sur les avions. La mitrailleuse pour la chasse s'avère être ce qu'il y a de plus efficace, mais contre les ballons, c'est pas vraiment adapté. On développe donc des fusées RR opérables depuis les avions et qui permettent d'abattre des ballons en les enflammant. C'est ainsi que le 22 mai 1916, les avions français abattent 5 Draken, aveuglant l'artillerie allemande d'un secteur entier de Verdun. Un exemple qui montre comment un système d'armes peut être rendu adaptable par la définition de sous-systèmes d'armes interchangeables. Bref, vous comprendrez que la chasse, au début de la guerre, ne pouvait pas être menée, car il n'y avait pas la technologie nécessaire pour développer un système d'armes adapté. Mais c'est pas fini! Bah oui, parce que maintenant qu'on a la bonne mitrailleuse, le système du visé ou encore des fusées contre les ballons, encore faut-il avoir des avions à faire voler. Et ça, c'est pas de la tarte, il faut une infrastructure et une organisation démentielle. Administration, technique, logistique, pièces de rechange, on a des terrains d'aviation nécessitant hangars, baraquements, de quoi traiter les photos, de quoi réparer les avions.
En moyenne, il faut 4 ou 5 personnes pour un volant, et ça peut monter jusqu'à 10. Et là encore, je ne vous parle que des personnels sur la base, on ne prend pas en compte la logistique, l'essence, l'industrie, etc. La fonction de taux de disponibilité est également très importante. Sur tous les appareils aux ordres d'une structure, typiquement une escadrille, il faut savoir combien sont effectivement fonctionnels et employables. Ce qui fait qu'on a souvent plus d'avions que de pilotes sur la base afin de pouvoir s'adapter en cas de panne au décollage, qui n'était pas rare à l'époque. Il faut également réviser les moteurs très régulièrement, tous les 20-30 heures de vol au début du conflit, tous les 300 heures à la fin. Ce qui implique pour le design de l'appareil que le moteur soit facile d'accès, parce que vous n'allez pas vous amuser à démonter tout l'avion tous les 30 heures de vol. Après, il faut parler de la formation des pilotes, ça demande des écoles, des avions d'entraînement, des formateurs. Un truc qui a dû monter en puissance pendant la guerre. En 1914, la France forme 134 pilotes. C'est 1500 en 1915 et ça monte jusqu'à 8000 en 1918. Avec la technicisation et la complexification des missions aériennes, il faut également plus former. Au départ, pour être certifié pilote, il fallait avoir fait au moins 5 heures de vol. À la fin, c'est 35 heures de vol minimum, dont au moins 5 heures sur l'appareil que vous serez appelé à piloter. Enfin, pour l'organisation, au-delà de la création d'une structure de commandement spécialisée, il y a tout un mouvement de spécialisation des missions et donc des matériels. Reconnaissance, qui reste jusqu'à la fin de la guerre le plus important, bombardement tactique ou stratégique, de jour ou de nuit, chasse, escorte, aviation de soutien au sol, aviation de soutien au tir de l'artillerie. Autant de missions qui appellent leur propre système d'armes. Un avion de chasse n'a pas besoin des mêmes caractéristiques ni des mêmes structures d'unité qu'un avion de bombardement ou de soutien au sol. Autant de domaines que je ne développe pas, mais voilà. 40 vidéos en perspective, je vais me coucher. En parallèle se développe tout un tas de contre-mesures qui ne relèvent pas forcément de l'air, comme par exemple la DCA. Et on n'oublie pas les aérostiers, les enjeux aériens de la marine, les dimensions psychologiques et propagandistes de l'aviation. Pitié. En plus, histoire de s'amuser un peu, tout ce monde de l'aviation est fortement lié à des enjeux d'innovation et des enjeux industriels. Je vous donne quelques exemples, mais ce ne sera pas exhaustif. La course à la technique est tellement rapide que chaque nouveau matériel surpasse le précédent et fait que toute génération d'aviation, quel que soit son domaine d'action, est dépassée en 6 mois. Fin 1915, début 1916, c'est le Fokker E1. Il est suivi par les Nieuport 11 et 17, dont le système de synchronisation Alcan-Ami améliore également la précision du chasseur. Mais dès l'automne 1916, voici la série Albatros avec ses 2 mitrailleuses et la série Halberstadt. Et la liste continue avec les SPAD 7, 13, 17, Nieuport 17 ou Sopwith Camel et autres Fokker DR1 ou D7. Et dans toute cette course, les industriels doivent tenir le rythme en produisant les quantités nécessaires de matériel, imposant à leur suite des conditions sur la bonne tenue de ces systèmes d'armes. Par exemple, il y a une pénurie mondiale d'épicéa, pourtant nécessaire aux cellules des avions. Il faut bien trouver une solution. Pareil pour le lin, pour l'entôlement des ailes et du fuselage, qui est remplacé par du coton. Le cuivre, remplacé pour certaines pièces par du fer, ce qui force à changer ces pièces plus fréquemment. Ou encore le manque d'huile de ricin, vital pour les moteurs rotatifs. Ah oui, quand vous voulez que ça fonctionne, tout compte. Dernier point intéressant à noter, la multiplicité de tous ces matériels aux caractéristiques qui s'améliorent, ça crée un dialogue entre matériel et système d'armes. Une fois qu'on a mis en place la structure pour le premier chasseur, les nouveaux appareils peuvent s'intégrer dans cette structure, mais parfois demandent une évolution de celle-ci. Rien que par le besoin de plus ou d'une autre essence, par la consommation de balles, etc. Mais aussi parce que des caractéristiques nouvelles peuvent créer des enjeux nouveaux. Typiquement, la formation en V qui appelle à plusieurs étages échelonnés sur plusieurs milliers de mètres d'altitude, ça vient directement de l'élévation du plafond atteignable par les avions. Le besoin de plus d'avions pour une seule formation amène alors à une extension des infrastructures, des besoins logistiques et humains, puisqu'il faut toujours du monde pour qu'un pilote puisse voler. Tout ça a un coût, et comme Sky is the limit, il arrive que des systèmes d'armes ne soient pas adaptés, non pas parce qu'ils sont techniquement non fonctionnels, mais parce qu'ils s'intègrent mal ou parce qu'ils coûtent trop cher à mettre en œuvre. Il faut donc faire des arbitrages, des équilibres. La chasse, comme on l'a vu, a été essentielle à la bataille de Verdun, mais n'empêche qu'elle ne s'est pas développée à l'infini. Même en 1918, 2 tiers des ressources de l'aviation étaient dévolues à la reconnaissance et à l'aide aux tirs d'artillerie. C'était un équilibre qu'on considérait plus fonctionnel. Avec l'expérience, on a des améliorations. On utilise mieux, on comprend mieux ses besoins. On rajoute même des fonctions de soutien à un système d'armes.
Par exemple, la météo. C'est important la météo pour les avions. Du coup, on a mis en place un service météorologique pour pouvoir planifier leur mission. Donc vous voyez, avant de parler de tous les combats virevoltants avec le virage d'Immelmann, le renversement S, l'Avril, le tonneau, il nous fallait d'abord définir toute une structure de mise en œuvre d'un système d'armes. Mais tout ça c'est bien gentil, encore faut-il que l'on sache à quoi tout cela doit servir. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo avec un matériel tout nouveau, le char. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. En attendant, moi je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.